j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement. Oh shit! C'est reparti mon kiki! Je bois n'importe quel jaja. Pourvu qu'il est, c'est 12 degrés 5. Je bois la pire des finasses. C'est dégueulasse, mais ça fait passer le temps. Chers auditeurs, chères auditrices, ici Requin qui vous parle. Si vous m'écoutez, c'est que vous êtes toujours en vie. Commençons cette nouvelle émission en écoutant Mattei qui nous parlera aujourd'hui de la contrefaçon. La crise est un levier de croissance. Dans chaque crise, il y a du bon. Trouvez les bonnes opportunités d'une crise pour rebondir plus fort. Ce genre de phrases de connard remplissent tous les bouquins de management et de commerce. Traduction en français, si c'est la merde mais que vous êtes sans scrupules, vous pouvez vous faire un gros paquet de fric. Dans toutes les périodes de crise, de guerre ou d'épidémie, il y a toujours des marchands de canons qui se font de la maille. Je pourrais vous parler évidemment des gros acteurs de la place qui se font un énorme pactole sur le confinement. Le patron d'Amazon par exemple, dont la fortune a fait plus 64% depuis mars, ou Zuckerberg, plus 83%. Je pourrais vous parler des labos pharmaceutiques qui s'en mettent plein les fouilles avec les tests PCR et les recherches subventionnées sur les vaccins. Je ne dis pas que c'est mal, c'est de l'argent légal et qui répond à la sacro-sainte loi de l'offre et de la demande. Moi je veux vous parler du niveau en dessous de la ceinture. Je veux vous parler de l'économie grise voire noire. Savez-vous par exemple que le terme Covid-19 et coronavirus ont été déposés à l'office des brevets des centaines de fois? Armes à feu, jeux de cartes, fringues, valises, alcool, parcs d'attractions, jouets. Tout le monde voulait utiliser le terme le plus utilisé du moment. L'INPI a évidemment tout refusé en bloc pour contrariété à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Ça va, c'est encore gentil. Comme les petits voyous qui essayent les arnaques par téléphone en se faisant passer pour l'appli Stop Covid pour vous tirer 50 balles pour vous envoyer un test. Les vrais méchants, ce sont les contrefacteurs. Depuis le début de l'épidémie, plus de 5 millions de produits pharmaceutiques ont été saisis par les douanes. Masques, gels, antidouleurs, antibiotiques et chloroquine principalement. Sachez que des vaccins anti-Covid sont en vente de par le monde. Je pense que tu pisses dans une seringue et que tu te l'injectes, tu as le même résultat. Le marché de la contrefaçon médicale représente près de 5 milliards d'euros sur la planète. Depuis mars dernier, plus de 2000 campagnes de publicité sur Internet menant à des produits contrefaits ont été supprimées. L'une d'elles a mené à l'arrestation de 121 personnes à travers le monde et à la saisie de 14 millions de dollars de médicaments contrefaits. Si vous êtes tenté de vous équiper en chloroquine en douce sur Internet, je ne peux vous donner qu'un conseil, le seul qui vaille dans la vente en ligne. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est qu'il y a fort à parier que c'est trop beau pour être vrai. Passons maintenant aux actualités, présentées par Darfonet. L'actualité de ce vendredi 6 novembre. Politique. Un geste fort en Allemagne. Le musée Tussaud de Berlin a jeté sa statue de cire de Trump pour montrer son soutien à Biden. Tant de courage politique est émouvant. Modernité. Alors que le gouvernement souhaite aider la digitalisation des petits commerces, histoire que personne ne mette jamais les pieds dans un magasin, Amazon propose son aide. De la philanthropie comme on aime, alors que le géant numérique souhaite construire un immense entrepôt près de Nantes, projet controversé. Sécurité. Depuis l'assassinat de Samuel Paty, 187 enquêtes ont été ouvertes suite à 2000 signalements sur la plateforme Pharos. Trop occupés à crever des yeux, nos policiers ont besoin de l'aide de chacun. #balance ton voisin. Marketing. Pour la fondation de Yann Arthus Bertrand, François Hollande et Julie Gaillet mettent aux enchères un déjeuner avec eux. Hâte de voir à combien il va partir. Numérique. La France des zombies est bien la première nation du monde. Netflix va lancer une chaîne TV et choisit la France comme premier pays à en bénéficier. Bravo à tous pour votre soutien à cette belle œuvre culturelle. Livres. L'État souhaite participer aux frais d'expédition des librairies indépendantes pendant le confinement. On est sur le dossier. Si l'État peut financer notre formation doctrinale, on dit pas non. Travail. Olivier Véran est fier d'annoncer que 8000 étudiants infirmiers vont pouvoir apporter leur soutien en hôpital. Il oublie de dire qu'il les payera environ 1,50 € de l'heure. Une bonne affaire quand on sait que nombreux professionnels ont arrêté de travailler devant la faiblesse de leur salaire. Santé. L'OMS, les fameux copains qui permettent au gouvernement de dire que les informations sont parcellaires et changeantes, préconisent de garder les écoles ouvertes. On se demande s'il y a un seul médecin dans cette organisation, tant la recommandation paraît incongrue. Mais c'est bon pour la croissance, donc on fonce. Famille. On touche le fond. Un professeur a déclaré que cette année, peut-être que le Père Noël, ce sera Skype. Pas évident pour descendre une cheminée ou apporter des cadeaux. Toujours plus. 6600 cas de brucellosis ont été détectés en Chine. La maladie a fuité d'un laboratoire, selon des sources officielles.
Pas de pangolin cette fois-ci, mais on attend la première vague qui se conjuguera avec la 5e vague de Covid et le 7e reconfinement. Progrès. On manque de place, de moyens, de lits dans l'hôpital, mais lundi, l'Hôtel-Dieu, plus vieil hôpital parisien situé en plein centre de la capitale, a fermé ses urgences pour devenir un restaurant gastronomique. C'est beau la France d'après. Censure. Les médias américains ont coupé l'allocution de Donald Trump, jugeant que c'était des fake news. Pour rappel, vous pouvez éteindre votre télé, même punition, même motif. C'est tout pour aujourd'hui, à demain pour une nouvelle chronique d'actu. Mettons-nous au travail en écoutant Toulouse pour le premier point politique. Revenons à nos moutons avec le processus de restauration de la cité. Nous avons dressé l'état de la situation actuelle avec Bernard Wicht, c'est-à-dire que nous avons vu que la société postmoderne sont des sociétés zombifiées et que notre défaite est avant tout intellectuelle. Et c'est ce qui nous a rendus incapables de nous penser collectivement et donc de réagir aux menaces. Nous sommes ensuite allés faire un petit tour dans l'histoire pour essayer de comprendre comment nous avons pu en arriver là. Nous sommes alors partis d'Aristote, qui prend comme point de départ que l'homme est un animal politique par nature car rationnel, et que l'origine de la société n'est à chercher ni dans la contrainte, ni dans une sorte de convention juridique, comme on aimerait nous le faire croire aujourd'hui. Et que la société est un fait de nature, mais de nature rationnelle, spirituelle, propre à l'homme. Nous avons aussi vu que toute conception politique implique une idée de l'homme et du monde, et que c'est en posant un autre regard sur la nature de l'homme que les principes politiques sont transformés. Mais avant d'aborder la théorie du contrat social, reposant principalement sur les philosophies de Locke, Dobbes et de Rousseau, il convient de remonter un peu le temps, avec Machiavel et Descartes, les précurseurs. Nous laisserons cependant de côté la réforme protestante qui a préparé, je cite, « la sédition de l'individu contre l'espèce » selon Auguste Comte. Alors parlons un peu de notre cher Machiavel. Machiavel a eu une vie agitée, partagée entre la politique militante, le libertinage et l'étude. Son œuvre est à sa manière capitale, puisqu'elle a introduit l'amoralisme en matière politique, leçon qui a eu beaucoup de succès. Il se moque en effet de la morale, de la bonne foi, de l'équité. La fin justifie, selon lui, toujours les moyens. Personnellement, il est au fond totalement incrédule. Le christianisme était envisagé par lui que comme une force purement politique. Comme plus tard Nietzsche, il n'y voit qu'un facteur d'affaiblissement et de décadence pour la société. Selon Machiavel, l'homme est méchant, par nature, c'est-à-dire qu'il cherche à faire du mal à autrui dans le but de satisfaire ses passions. L'homme a pourtant une raison, Machiavel ne le nie pas, mais la raison éthique n'a aucun pouvoir sur les passions. Il n'y a donc pas de morale dans ce monde. Il y a deux sortes de passions pour lui, car les hommes ne sont pas égaux. Les vils, comme l'enrichissement et la recherche de sa conservation, et les nobles, comme l'ambition politique. La méchanceté et l'ambition politique conduisent inéluctablement à des rapports de force et à des conflits. C'est pourquoi la politique est un art de la guerre, reposant sur la force et la ruse. D'où ces deux métaphores que sont le lion et le renard. Mais pour éviter les trop grands abus et garantir ainsi la stabilité de l'État, il devient alors nécessaire de diviser les pouvoirs pour que chacun puisse surveiller l'autre. Machiavel propose ainsi une constitution correspondant à un régime mixte, c'est-à-dire un prince pour l'exécutif, un sénat pour l'assemblée des riches et une assemblée populaire. C'est un peu le même constat qu'Aristote, avec sa tyrannie, son oligarchie, sa démocratie. Machiavel ne révolutionne donc pas tant les principes de la politique, mais il instaure un principe de subversion par rapport à ce qu'est l'homme. En effet, selon lui, l'homme n'est plus un animal politique par nature qui s'unit spontanément à ses semblables en vue du bien commun, mais c'est plutôt un être méchant, par nature, qui va se servir de la politique pour accroître et solidifier ses intérêts. C'est dans cette brèche que va s'engouffrer la philosophie du contrat social, amenant ainsi à nos démocraties libérales et à nos sociétés postmodernes. Un peu de douceur dans ce monde de brutes, je vous propose la chronique musicale, présentée par votre serviteur Requin. Chers auditeurs, chères auditrices, ça y est, la fin de semaine arrive, le week-end à la détente aussi. Quoi de mieux alors que d'écouter un peu de disco des années 80 ? Bon, dit comme ça vend pas forcément du rêve, mais ça permet un peu d'ambiancer ces longues soirées de confinement. On vous propose donc de découvrir le groupe français Ottawan, un groupe nommé ainsi en référence à la ville d'Ottawa, la capitale du Canada. Il s'agit d'un groupe de disco des années 80 fondé par le chanteur Patrick Jean-Baptiste, rejoint par d'autres artistes français. Le groupe composera plusieurs tubes et 2 albums qui feront un carton dans les pays francophones. Mais je vous laisse découvrir une de leurs plus célèbres chansons,
chanson que toute l'équipe de Radio Virus adore, j'ai nommé « Qui va garder mon crocodile cet été ?» Profitez bien de ces quelques minutes musicales, enjaillez-vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique musicale sur Radio Virus. Retour réel avec le deuxième point politique. Aujourd'hui, Kaczynski, présenté par Blanquette. La science et la technologie fournissent les exemples les plus parlants de ce qu'est une activité de substitution. Certains scientifiques prétendent être mus par la curiosité ou encore œuvrer pour le bien de l'humanité. Mais il est facile de voir qu'aucune de ces explications ne tient. Quant à celle qui invoque la curiosité, elle est tout simplement absurde. La plupart travaillent dans des domaines hautement spécialisés qui sortent du champ de la curiosité ordinaire. Est-ce qu'un astronome, un mathématicien ou un entomologiste est intéressé par les propriétés de l'isopropyl triméthylméthane ? Bien sûr que non. Seul le chimiste l'est, et il l'est seulement parce que la chimie est son activité de substitution. Est-ce qu'un chimiste est curieux de connaître la classification appropriée d'une nouvelle sorte de coléoptère ? Non. Cette question intéresse seulement l'entomologiste, et s'il s'y intéresse seulement parce que l'entomologie est son activité de substitution. Si le chimiste et l'entomologiste devaient sérieusement assurer leur survie, et si cet effort mobilisait leurs capacités de manière intéressante, sans pourtant rien avoir de scientifique, ils se ficheraient complètement de l'isopropyl méthylméthane, ou de la classification des coléoptères.
Supposons que le manque de moyens ait empêché le chimiste de poursuivre ses études et qu'il soit devenu agent d'assurance. Il se serait intéressé dans ce cas au problème d'assurance et n'aurait rien eu à faire de l'isopropyl triméthylméthane. Il est stupide d'expliquer par la simple curiosité la quantité de temps et d'efforts dépensés par les scientifiques dans leur travail. Cette explication ne tient pas debout. Il n'est pas plus plausible d'invoquer le bien de l'humanité. Certains travaux scientifiques n'ont aucun rapport avec le bien-être de l'espèce humaine, comme la majeure partie de l'archéologie ou de la linguistique comparée par exemple, et d'autres s'avèrent même manifestement dangereux. Les spécialistes de ces domaines sont pourtant aussi enthousiastes que ceux qui cherchent de nouveaux vaccins ou étudient la pollution de l'air. Prenons le cas du docteur Edward Teller, qui se lança avec passion dans la promotion des centrales nucléaires. Cette passion est-elle née du désir de faire le bien de l'humanité ? Et dans ce cas, pourquoi le docteur Teller s'est-il pas senti concerné par d'autres causes humanitaires ? S'il était si humaniste, pourquoi a-t-il participé au développement de la bombe H ? Comme pour beaucoup d'autres travaux scientifiques, il est loin d'être prouvé que les centrales nucléaires sont réellement bénéfiques à l'humanité. Est-ce que la modicité du prix de l'électricité compense l'accumulation des déchets ou les risques d'accident ? Le docteur Teller a vu seulement un aspect de la question. Son engagement en faveur du nucléaire ne venait évidemment pas d'un désir d'œuvrer au bien de l'humanité, mais du sentiment de réalisation personnelle qu'il retirait de ses travaux et de leurs applications. Cela est vrai pour les scientifiques en général, excepté en de rares cas, leurs mobiles ne sont ni la curiosité ni le bien de l'humanité, mais un besoin d'auto-accomplissement, avoir un but, un problème scientifique à résoudre, faire un effort, la recherche, et atteindre son but, résolution du problème. La science est une activité de substitution parce que les scientifiques travaillent essentiellement pour le sentiment de réalisation qu'ils retirent du travail lui-même. Bien sûr, ce n'est pas si simple. En fait, chez beaucoup de scientifiques, d'autres mobiles entrent en jeu, l'argent et la carrière par exemple. Certains ont une soif inextinguible de prestige, et cela peut être le principal mobile de leur travail. Il est évident que la majorité des scientifiques, comme d'ailleurs le reste de la population, est plus ou moins réceptive à la publicité ou au marketing et a besoin d'argent pour satisfaire sa fringale de marchandises et de services. La science n'est donc pas une pure activité de substitution, mais elle l'est dans une large mesure. La science et la technologie constituent en outre un puissant mouvement de masse et de nombreux scientifiques assouvissent leurs besoins de puissance en s'identifiant à ce mouvement. La science poursuit donc aveuglément sa marche en avant sans se soucier du véritable bien-être de l'espèce humaine, ni quoi que ce soit d'autre, obéissant seulement aux besoins psychologiques des scientifiques, des fonctionnaires du gouvernement et des dirigeants de l'industrie qui financent la recherche. Ne délaissons pas la culture, je vous propose la littérature présentée par Lupus. Un petit village à la frontière du Mexique est terrorisé par la bande du Major Jackson, un homme cruel qui tue pour le plaisir. Mais le destin de ce village va être bouleversé par l'arrivée d'un étranger aux yeux bleus, Django. Je suis sûr qu'en entendant la musique en début de chronique, vous étiez persuadés, chers auditeurs, que j'allais vous parler du célèbre film Django Unchained de Quentin Tarantino, sorti en 2012. Et pourtant ce n'est pas le cas, aujourd'hui il est question du Django de 1966, réalisé par Sergio Corbucci. Pourquoi voir ce film ? Tout d'abord, il est à noter que si vous êtes un amateur du cinéma de Quentin Tarantino, il faut absolument que vous vous intéressiez à ses nombreuses références. En effet, et la musique en est un exemple, le célèbre réalisateur américain n'a jamais caché ses inspirations. Et plutôt que de vous conseiller un film que tout le monde a déjà vu qui traite de l'esclavage, il serait plus approprié à mon sens, sur Radio Virus, de vous présenter un film italien qui a fait partie des plus violents des années 60. Ce film s'inscrit dans ce que les Américains ont appelé péjorativement le western spaghetti, une véritable révolution cinématographique marquée par les trois Sergio Leone, le plus connu, Sergio Sollima et Sergio Corbucci, dont il est question aujourd'hui. Il existe un nombre incalculable de westerns italiens des années 60 et 70. Corbucci est sans nul doute l'un des réalisateurs les plus prolifiques de cette période. Django vous marquera par ses scènes violentes, crues et surtout ses personnages charismatiques qui feraient rougir un DiCaprio. Le personnage principal, joué par Franco Nero, est sans doute l'un des personnages les plus mystérieux qu'il m'a été donné de voir au cinéma. Un élément particulier attise la curiosité, il traîne un cercueil en bois dont le contenu est inconnu tout au long du film.
Si on est généralement habitué à entendre la musique d'Ennio Morricone dans ce genre de film, on sera surpris d'entendre une musique plutôt atypique. Elle est à l'image du film d'ailleurs, unique et complètement barrée. Néanmoins, il faut bien prendre en compte qu'on est face à une réalisation type série B avec ses quelques défauts de réalisation qui, je trouve, ont tout de même gagné du charme avec le temps. Bref, voyez Django, chers auditeurs, intéressez-vous au cinéma italien de cette époque. Il regorge de petits chefs-d'œuvre. Continuons notre instant culturel avec l'histoire présentée par Kazad. À la moitié du XVIIe siècle, les Indes orientales, comprenez les Antilles, sont pour de nouveaux Français le rêve d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ. Sans un sou en poche, vous pouviez alors monter dans un navire et partir au pays des cocotiers. Mais une fois arrivé sur place, le jeune aventurier était vendu au propriétaire terrien pour 3 années de servage pris de sa traversée. Jean d'Avino, originaire des Sables d'Olonne, arrive dans les Caraïbes dans les années 1650. Des boucaniers le récupèrent à son arrivée pour ses 3 années de labeur. Les boucaniers sont une société assez libre, vivant par binôme ou trinôme, et uniquement de la chasse. Ils sont accompagnés d'une meute de chiens et d'un servant fraîchement débarqué d'Europe, moins bien considéré que ses compères canins. Ils écument l'île d'Hispaniola, abattant bœufs et cochons, fumant leur viande pour la revendre aux colonies ou aux équipages voisins. Après 3 années d'une vie proche de l'animal domestique, Jean d'Avino est libéré de son servage et rejoint librement les rangs des boucaniers. Mais les Espagnols, tolérant peu la présence des Français, décident d'exterminer les boucaniers. De véritables chasses à l'homme ont lieu. Regroupés par compagnie de 50 lanciers, les Espagnols à cheval pendent un à un les boucaniers aux branches des arbres. Jean d'Avino tire de cet épisode une haine féroce des Espagnols. Devenu pirate et appelé à présent François le Launay, il devient rapidement capitaine, écume la mer des Caraïbes à la recherche de navires espagnols. Premier à l'abordage, il ne laisse derrière lui aucun survivant. Un tel point que lors d'un naufrage, les Espagnols massacrent l'intégralité de son équipage. Le Launay se barbouille de sang et arrive à échapper à une mort certaine. Il rejoint alors des esclaves, déclenche une révolte contre les Espagnols et arrive à rejoindre avec un canot l'île de la Tortue. Sa haine de l'Espagnol, enflammée comme jamais, son courage et son audace, lui permettent de lever avec un autre pirate, Michel le Basque, une véritable armada, 8 voiliers et plus de 650 pirates. Leur cible, Maracaibo, une riche ville portuaire espagnole comptant plus de 4000 habitants. Arrivé au large, le Launay débarque ses troupes et emporte avec furie les forts protégeant la ville. Alors que les pirates s'exercent gentiment au pillage et à la luxure, ils apprennent qu'une compagnie espagnole vient à la rescousse de Maracaibo. Après plus de 24 heures de combat et de pillage, le Launay part à leur rencontre à la tête de 300 flibustiers. Résultat des courses, plus de 500 Espagnols tués contre une trentaine de pirates. Aussitôt arrivé, aussitôt reparti, le Launay, à la tête de 6 navires et 700 pirates, décide cette fois de prendre quasiment un pays entier, le cap Gloria de Glodos. Mais les Espagnols avertis fuient le combat, tentent des embuscades et se cachent. Le Launay, rendu fou de fureur, multiplie les exactions. Il abat, torture les prisonniers. Il va même jusqu'à ouvrir d'un coup de sabre la poitrine d'un Espagnol, en retirer son cœur palpitant et, disons-le à l'époque, à mordre dedans. Après de nombreux échecs et péripéties naturelles, après avoir rasé intégralement la ville de San Pedro et un bien maigre butin, la compagnie de pirates se disloque. Le Launay s'obstine et reste au large du Honduras avec ses 300 derniers pirates à la recherche d'une proie qui n'arrive pas. Il échoue son navire sur un banc de sable. Au bout de 6 mois, il arrive à rejoindre la côte grâce à des barges à fond plat, faits avec les moyens du bord. Les pirates sont alors harcelés par des Indiens, repoussés constamment. Ils se traînent sur les bords de la côte, débarquant rarement à la recherche de vivres d'eau douce. C'est lors de l'une de ces expéditions que le Launay est capturé par les Indiens, et que, je cite une source d'époque, ils, les Indiens, le hachèrent par quartier, le firent rôtir et le mangèrent. Telle fut l'histoire de le Launay, l'un des plus illustres pirates français dont le seul nom fit dépeupler des villages entiers, remplit d'effroi les Espagnols et fit vaciller le vice-royaume des Indes d'Espagne. Et maintenant le sommet de notre émission, l'éphéméride, présenté par Clayton. Éphéméride du vendredi 6 novembre 2020. 310e jour de l'année selon notre ami Grégoire et jour du Chervi pour le calendrier républicain. Il ne reste plus que 55 levées de soleil avant le terme de la révolution terrestre, et laissez-moi vous rassurer, nous vivons toujours dans le meilleur des mondes. Pour ceux qui l'ignorent, un Chervi est, selon Wikipédia, notre bienfaiteur à tous, une espèce de plante herbacée vivace de la famille des Apiacées ombellifères, autrefois cultivée comme légume pour ses racines comestibles. Bref, trêve de précision potagesque, nous ne sommes pas ici pour cultiver. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une histoire qui n'est pas sans rappeler l'arroseur arrosé, ou bien rira bien qui rira le dernier, ou encore fallait pas faire le con, petit bâtard. Cette histoire, c'est celle de Louis-Philippe d'Orléans, dit Philippe Égalité. Louis-Philippe, que nous nommerons désormais Égalité dans un souci de gain de temps, est décédé un 6 novembre. Égalité était duc d'Orléans,
et premier prince du sang français. En sus, il était cousin du roi Louis XVI. Il fit globalement pas mal de choses lors de sa vie. Mais ça ne nous intéresse pas vraiment. L'important est qu'il se brouilla assez tôt avec son cousin et en garda une rancœur tenace. C'est pourquoi, dès 1788, il prend parti pour tous les opposants à son cousin. Il refuse de siéger à l'Assemblée, appuie le recours aux États généraux, devient grand maître de la première grande loge maçonnique de France et rentre au club des Jacobins. Bref, il fait chier le roi. Quant à la suite de la fuite à Varennes, le roi est destitué. Il espère devenir régent et protecteur du royaume. Mais en fait, non. Le 16 janvier 1793, lorsqu'est votée la sentence contre Louis XVI, dit le citoyen Capet. Le petit Égalité y va de son bulletin pour la peine de mort. Mais nous vous avions prévenu en préambule, ceci est une histoire pleine de rebonds. Et quand le fils de Monsieur Égalité passa à l'ennemi autrichien, ses anciens camarades de récré oublièrent rapidement leur petit jeu commun. Et, le 6 novembre 1793, quelques mois après le roi, il fut jugé et guillotiné sur simple soupçon. C'est donc l'histoire du raccourcisseur raccourci. Comme nous sommes là à parler de personnes ayant perdu la tête, laissez-moi vous présenter François-Marie Salambier, guillotiné le 6 novembre 1798, un chauffeur et bandit de grand chemin. Pour ceux qui l'ignorent à l'époque, un chauffeur, c'était pas vraiment un charretier ou autre meneur d'engin à roues. Non, c'était un homme qui brûlait les pieds de ses victimes afin qu'ils révèlent la cachette de leur petit sac d'or. Pour finir, et rester dans le thème des gens raccourcis, c'est aujourd'hui l'anniversaire de Conchita Wurst, l'Autrichienne la plus connue depuis la mort d'un petit peintre, le 30 avril 1945. Salut et prenez garde à vos cousins. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à lundi pour de nouvelles aventures avec Radio Virus.